à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, elle a fait atterrir l'homme sur la Lune. Rien que ça, l'informaticienne Margaret Hamilton est notre rôle modèle du jour. Il a une idée derrière la tech, c'est Damien Douany, bien sûr. Damien, fini les notifications TikTok ou Snapchat pendant qu'on est en train d'étudier. Tu vas nous aider à réviser en toute tranquillité. Exactement, nous donnons des éléments de négociation aux parents. Ouh là 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 là, ça paraît très compliqué et pourtant, vous allez voir, vous allez tout comprendre avec Damien. Développeuse, ingénieure, docteur en data science ou encore entrepreneur. Oui, des professions qui se conjuguent plus que jamais au féminin et pourtant les femmes ne représentent que moins de 20% des effectifs des écoles et du secteur numérique. Alors, on va inverser la tendance aujourd'hui, évidemment, avec vous, Peggy Vicomte. Vous êtes déléguée générale de Femmes Numérique. Vous nous direz pourquoi il faut fédérer les initiatives en la matière. Bonjour. Et puis en deuxième partie, nous serons rejoints depuis Nantes, en duplex, par Camille Coco. Elle est entrepreneure, elle est fondatrice des initiatives Les Meufs du Growth. Et oui, Ukraine, vous verrez, vous allez tout comprendre. Mais d'abord, focus. Neil Armstrong et Buzz Aldrin n'auraient certainement pas connu l'alunissage de l'histoire de juillet 1969 sans ses travaux. L'informaticienne Margaret Hamilton est une des figures de proue du MIT et de la NASA. Elle est aussi la source d'inspiration des prix Margaret de la JFD qui met justement les femmes du numérique à l'honneur. Ça se passe aujourd'hui, ce 8 mars notamment. On recevait, souvenez-vous, il y a quelques jours à peine sur ce plateau, Alia Semaï, la jeune justement talent numérique pour l'Europe décernée par les prix Margaret. Et bien justement, Margaret Hamilton, on y revient tout de suite en portrait et en image avec Édouard Denuot. Grâce à elle, l'homme a marché sur la Lune. Margaret Hamilton est une ingénieure, une informaticienne et une mathématicienne américaine de génie née en 1936. Élève brillante, elle se passionne dès son plus jeune âge pour les mathématiques. Elle raconte dans une interview publiée en 2015 qu'elle appréciait l'école, mais qu'il y avait quelque chose avec les maths qu'elle aimait plus que tout. Elle obtient sa licence de mathématiques en 1958, avant d'intégrer 2 ans plus tard le célèbre MIT. Elle y développe des programmes informatiques de prévision météorologique. De 1961 à 1963, elle travaille sur le programme militaire SAGE pour lequel elle développe des programmes de défense aérienne et antimissiles. Alors qu'elle travaille pour le SAGE, elle est assignée à un programme que personne ne comprend en guise de bizutage. Mais contre toute attente, elle parvient à faire fonctionner ce programme et ce bizutage va la conduire ensuite à travailler pour la NASA. Elle intègre le laboratoire Draper du MIT où elle développe les logiciels du programme spatial Apollo. Elle va mettre en place un système de priorisation des tâches qui va s'avérer vital à la mission Apollo 11. Alors que le module est sur le point d'allunir, de nombreuses alarmes se déclenchent. Mais l'ordinateur, mis au point par Margaret Hamilton et son équipe, va reconnaître le problème et permettre aux astronautes de se poser. Grâce à elle, Neil Armstrong marche sur la Lune le 21 juillet 1969. Quelques années plus tard, elle quitte le MIT et la NASA pour fonder son entreprise de développement de logiciels et en 1986, elle crée Hamilton Technologies où elle développe son propre langage de programmation. En 2003, 27 ans après son départ de la NASA, l'agence spatiale américaine lui remet enfin un Exceptional Space Act Award pour l'ensemble de ses contributions scientifiques et techniques au programme Apollo. Elle sort encore un peu plus de l'ombre en 2016 lorsqu'elle reçoit des mains de Barack Obama la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute décoration civile des États-Unis. Et retour en plateau évidemment avec vous, Peggy Vicomte, vous êtes la déléguée générale de Femmes Numérique. Margaret Hamilton, ça fait partie du panthéon des scientifiques au féminin. Oui, tout à fait. Alors ce retour dans l'histoire des années 60 nous montre effectivement que les femmes étaient bien là, étaient présentes dans l'informatique et que les hommes s'occupant plutôt en fait du hardware, les femmes s'occupaient du software. Il y avait des écoles de hardware, il y avait des formations. Et puis quand le software est devenu stratégique, les formations software se sont amplifiées. Et les hommes, du coup, ont été formés et les femmes se sont retrouvées sur d'autres professions et ont été submergées en fait, par la vague des hommes qui arrivaient sur ces métiers.
Damien, je sais que tu es un peut-être des journalistes tech les plus féministes qui soient, en tout cas dans cet écosystème. Là aussi, pour toi, Margaret Hamilton, ça fait partie des basiques à connaître en matière de culture scientifique, de culture informatique. Tu en parles à tes filles ? Oui, moi je leur lis un livre tous les soirs qui s'appelle Histoire de filles rebelles. Et en fait, elle est dedans. Et régulièrement, je l'ai lu récemment. Et donc ma fille m'a posé de 9 ans, m'a posé plein de questions. Et je lui ai expliqué justement que voilà, c'était grâce à elle qu'on avait pu aller sur la Lune. Et c'est vrai que c'est assez méconnu en général. Et alors qu'effectivement, c'est un basique. Et sans faire de jeu de mots sur le langage. Mon Dieu. Mais effectivement, oui, c'est un élément à connaître. Bien, tu as noté la référence. Voilà. C'est un point effectivement à avoir en tête. Et très souvent, je note cet élément de dire que c'est quand même dommage de se dire que finalement, les femmes se sont fait submerger, si je puis dire, par une vague d'hommes qui d'un seul coup se sont retrouvés sur autre chose. C'est quand même fou d'avoir ce changement alors qu'il y aurait pu avoir une place qui était détenue, qui ne bougeait pas. Oui, tout à fait. Puis le mouvement s'est poursuivi, puisqu'en fait, dans les années 80, puis après 2000, en fait, les formations d'informaticiens, je dis bien d'informaticiens, en fait, étaient principalement destinées à des... on va dire, c'était une poursuite de la passion de geek. Et donc, les filles se sont senties rapidement exclues de toutes ces filières. Eh bien, justement, ça, c'était avant. Aujourd'hui, on est en 2022 et le numérique fait place aux femmes. On en parle tout de suite en cette journée du 8 mars, bien sûr. Et oui, parce que la place des femmes dans le numérique, c'est bien plus qu'une question de chiffres. Peggy Vicomte, je le rappelle, vous êtes déléguée générale de Femmes at Numérique, qui est une initiative d'initiatives, si j'ose dire. Vous regroupez, vous fédérez les initiatives partout sur le territoire français. Cette place des femmes dans le numérique, est-ce qu'on peut dire qu'il y a 3 enjeux en réalité ? Il y a un enjeu sociétal, bien sûr, social là aussi. La transformation numérique de nos sociétés qui porte aussi en elle cette place des femmes dans le secteur. Et puis, il y a un enjeu fondamental de compétences et d'emploi, de talents à venir. Oui, tout à fait, tout à fait. En réalité, il y a effectivement plusieurs enjeux qui tournent autour de la féminisation des métiers du numérique. Au-delà des chiffres, on peut quand même les citer parce qu'ils ont leur utilité. Ils nous permettent de prendre conscience vraiment de l'ampleur de la problématique. Je rappelle, les femmes... un peu plus de 51% de la population, 56% dans l'enseignement supérieur, d'accord, seulement 40% dans les formations scientifiques, à peine 30% dans les formations scientifiques numériques et 30% dans la vie professionnelle, avec un chiffre qui va encore en décroissance quand on regarde en fait les métiers techniques du numérique. Ouais. Donc architecte système, cybersécurité, IA, data, c'est à peine 10% en moyenne. Alors des secteurs qui font mieux que d'autres. Et donc là, effectivement, quand on regarde cette pente descendante, on se dit qu'il y a un vrai sujet de comment les femmes peuvent retrouver toute leur place dans ces métiers, dans ces filières. Et ça commence peut-être, j'imagine, d'abord par le fait de savoir en parler, de savoir trouver les arguments pour séduire, oui, quasiment, ces jeunes filles, ces jeunes femmes, pour qu'elles embrassent ces professions. Est-ce que le discours est en train de changer de ce point de vue-là pour les écoles d'ingénieurs, par exemple, ou les autres écoles d'éducation au métier numérique ? Oui, le discours change. Les écoles, de toute façon, n'ont, je dirais, pas le choix, parce qu'on se rend bien compte face à ces chiffres qu'il manque des filles. Et quand on dit il manque des filles dans l'univers professionnel ou en tant qu'entrepreneur dans la tech, eh bien en fait il manque des filles dans les formations d'enseignement supérieur, que ce soit dans les grandes écoles ou à l'université. Et du coup, quand on cherche la raison, on regarde, il manque des filles du coup dans les filières scientifiques au niveau du bac. Et donc si elles choisissent pas les filières scientifiques, c'est qu'en 3e, elles n'ont pas été orientées dans ces choix-là. En réalité, quand on remonte la filière, on se rend compte que le choix, il est fait à la primaire. Pardon, je vais pas être très optimiste sur ce sujet-là. Il faut qu'on s'inscrive dans le long terme, parce qu'en fait, le choix, il se fait quand on est tout jeune. Mais il y a eu la réforme ensuite, en plus de l'éducation nationale et des maths, qui ont détruit 25 ans d'efforts. Je voyais près de la moitié des lycéennes abandonnent aujourd'hui les mathématiques en fin de seconde, alors qu'elles étaient encore, en 2018, environ 83% à poursuivre des enseignements en mathématiques. Ça a été une catastrophe. Oui, alors il faut relativiser ces chiffres. C'est très différent selon les formations, les écoles, même les régions. En fait, c'est pour ça, on va y revenir, mais on travaille en région parce qu'en fait, il y a des régions qui sont plus favorisées que d'autres sur le sujet, des classes, en fait, des classes sociales aussi qui sont plus défavorisées. Donc, en fait, c'est un sujet vraiment global qu'il faut prendre en compte. Et en réalité, la désaffection des métiers du numérique, elle s'opère aussi bien pour les garçons que pour les filles. Ouais. Donc,
On va y revenir, mais en fait, les jeunes aujourd'hui sont utilisateurs du numérique et n'ont pas compris encore qu'ils pouvaient concevoir, sécuriser, changer le monde à travers ces outils. Ce qui est très intéressant ce que vous dites, parce que on a bien compris, on le martèle beaucoup ici dans l'école du futur, qu'on est utilisateur, utilisatrice, citoyen et citoyenne du numérique, mais visiblement, il y a une génération qui comprend bien ces enjeux en matière de privacy, de vie privée, de données, de business model, mais qui n'a pas encore compris qu'il pouvait faire partie de la solution. Oui, exactement. Et là, le collectif Femmes at Numérique, par exemple, donc on pourra y revenir, mais en fait, c'est 2 leviers d'action. Une fondation qui regroupe une 40aine d'entreprises privées qui, justement, cofinancent et accompagnent des projets qui sont menés par les associations locales, et une association, dont je suis la déléguée générale, vous l'avez rappelé, et qui permet vraiment de pérenniser et de structurer la démarche sur le long terme. Et il y a vraiment des initiatives locales très intéressantes. Par exemple, je peux citer un jeu, un escape game, qui est à destination des lycéens et des lycéennes. Donc, ce sont des équipes mixtes. Donc, les jeunes rentrent dans un container de 40 mètres carrés. Le container s'appelle Parallax 2050. Et pour en ressortir, sous forme d'escape game, il faut résoudre 7 postes informatiques. Donc, programmer un bras robotisé, programmer quelques lignes de code, réguler des réseaux sociaux imaginaires. Et quand les filles ressortent en fait, de ce container, elles nous disent « Waouh, je ne savais pas qu'on pouvait changer le monde à travers les outils numériques, réguler des réseaux sociaux, faire un monde plus vert, plus green, plus égalitaire, etc., plus citoyen. » Et donc ça, c'est un numérique porteur de sens. C'est ça, en fait, qui va faire bouger les lignes, probablement. C'est vraiment la preuve par l'exemple. Et je sens que tu vas amener tes filles faire cet escape game. Ah oui, moi j'adorerais d'abord, j'adore les escape games. Et je pense que oui, j'adorerais sa partie de quel âge d'ailleurs Alors, c'est collège et lycée. On est encore il va falloir attendre. Mais vous pointez du doigt un élément tout à l'heure en parlant de l'éducation et de l'orientation. Le problème de l'orientation, il est où? Il est à l'école, parce qu'en gros, le service d'orientation, ils ne sont pas très au fait de ce qui se passe aujourd'hui. Déjà à l'époque, c'était déjà un peu le cas. Est-ce que ça continue à être le cas? Ou est-ce qu'il y a aussi le rôle des parents? J'avais vu une étude qui disait qu'en gros, pour les étudiants, et les étudiantes surtout, les parents jouaient le rôle à plus de 33%, le rôle d'orientation. Et très souvent, notamment pour les filles, il y a une projection des parents sur le côté c'est pas pour toi et tu vas faire une vie de famille, et c'est des métiers plutôt masculins, donc en gros c'est l'œuf qui fait la poule, donc en gros on va pas casser le système si déjà il y a une sorte de système déjà à la base qui n'encourage pas. Oui, tout à fait. Alors là, c'est là où la démarche Femmes at Numérique porte tout son sens, c'est qu'en fait, nous regroupons l'ensemble des acteurs de la filière. Les écoles, les universités, les associations, les institutionnels. Et en réalité, c'est en tous ensemble que nous allons changer la donne. Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, les élèves choisissent, mais pas en totalité. Les parents influencent, les équipes pédagogiques influencent, la société influence. Nous influençons toutes et tous. Et du coup, c'est vraiment en nous mettant tous autour de la table que nous allons, je dirais, gagner le pari d'inverser la courbe. Du trafic d'influence au bon sens du terme pour une fois. Ça nous changera en effet. Et en effet, Emmanuel Larocque pour Social Builder et Emmanuel Carly, qui est le DG d'Epitech, le soulignait sur ce plateau il y a quelques jours à peine dans la question du désamour des filles pour les maths, notamment au lycée, ou que ce soit aussi dans cette idée de pouvoir mieux parler des métiers numériques aux jeunes femmes et aux jeunes filles qui voudraient pouvoir les embrasser. Oui, il faut faire des progrès, mais justement toujours le faire en se disant que cette révolution en matière de parité, en matière de mixité, elle peut aussi entraîner d'autres révolutions, d'autres évolutions avec elle. Par exemple, quand on dit qu'il ne faut pas se priver de 50% des talents, et ça pourrait être un des slogans d'ailleurs de Femmes at Numérique, on se dit qu'il y a d'autres chiffres, comme ceux du World Economic Forum, qui nous disent que 2156, c'est l'année où l'économie mondiale atteindra la parité dans les entreprises. 2156. Non. Est-ce qu'on a le temps d'attendre, Peggy Vicomte? Non. Non, nous n'avons pas le temps d'attendre. Mais on est bien obligé de s'inscrire également dans la durée. Donc, on agit dans l'urgence, c'est-à-dire qu'on va mener des actions, on va financer, cofinancer, accompagner avec la Fondation des projets sur le terrain, comme Parallax 2050, qui est une initiative en fait terrain, qui vient de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pilotée par le campus des métiers et des qualifications du numérique. Donc les initiatives territoriales sont très bonnes, nous devons les appuyer, c'est ce que nous faisons. Et puis il faut s'inscrire dans le temps long avec les entreprises, employeurs, avec les universités, avec les écoles, adapter les formations aussi. 85%, vous le savez bien, des métiers n'existent pas encore. Donc comment est-ce qu'on fait pour adapter régulièrement ces formations et puis effectivement les rendre plus attractives?
Ouais, c'est justement aussi le fait de souligner cette inadéquation peut-être parfois entre les demandes du marché du travail, notamment dans le secteur numérique, 225 000 emplois à pourvoir d'ici 2025, rien qu'en France, et les formations qui sont proposées à l'heure actuelle. C'est un enjeu de société, c'est une question de business. 36 000 postes par an qui ne sont pas pourvus. Selon Syntec Numérique, c'est l'organisation patronale des entreprises du secteur numérique, évidemment. La non-inclusion des femmes, elle freine la croissance des entreprises, on va se le dire très clairement. Bien sûr. Bien sûr, et les entreprises en sont conscientes. Donc, elles œuvrent, bien sûr, elles mènent des actions. Il y a les stages de troisième. Je ne peux pas citer d'entreprises. Elles agissent toutes en réalité. Il y a des événements, des sessions de sensibilisation, des coachings, de la promotion interne, des réseaux de femmes. Toutes les grandes entreprises ont leur propre réseau. Alors, on dit réseau de femmes. En réalité, ils sont mixtes. Mais voilà, leur propre réseau interne d'évolution. Elles travaillent plus sur la notion de compétence plutôt que de métier. C'est-à-dire elles vont chercher en interne ou à l'extérieur des femmes qui ne sont pas forcément formées au métier du numérique et qu'elles vont pouvoir, en fait, avec des formations courtes, reconvertir ou pouvoir amener progressivement à ces métiers. Et justement, la clé, elle vient de la mixité, Damien. Le fait de se dire que chacun a sa pierre à apporter à l'édifice en matière de parité dans les entreprises et pas que. Oui, parce que j'ai une question, c'est la question finalement, est-ce que c'est vraiment la parité ou plus le fait de se dire que peuvent apporter les femmes finalement? Je veux dire par là, je pense que le débat n'est pas forcément de s'arrêter sur un chiffre. Oui. Le débat est plutôt de se dire, aujourd'hui on a un manque de femmes et ce manque-là fait que, on a un exemple très simple, les algorithmes vont avoir des biais parce que justement, voilà, ils sont conçus par des hommes, donc et ainsi de suite. Donc il y a plein de choses comme ça qui permettent finalement pleinement de dire que c'est pas qu'un chiffre, c'est avant tout le fait d'avoir un choix de société quasiment. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est au cœur vraiment de plusieurs enjeux. Des enjeux économiques, bien sûr, sur la transformation du numérique, la transformation de notre société, en fait, par le numérique, l'agriculture, le quantique, la 5G, toute la vie de la ville, l'automobile, la mobilité, etc. Tout est influencé par le numérique. Et donc, c'est un vrai choix de société. Comme on veut aller sur ces sujets-là, est-ce qu'on veut y aller? C'est ce qu'on dit, nous. Est-ce qu'on veut se priver de 50% des talents, mais est-ce qu'on veut aussi se priver de 50% finalement de la réflexion que pourraient amener les femmes sur ces sujets-là? On a aussi un enjeu social. C'est-à-dire que la place des femmes dans le numérique, le numérique peut apporter finalement de l'égalité, une façon de se sortir aussi de la précarité. Il y a énormément d'emplois, vous l'avez dit, des emplois en plus sécurisants, en CDI, bien rémunérés, qu'on peut faire de chez soi. Enfin, voilà, donc c'est un vrai sujet social. Et puis il y a aussi un sujet de compétences. On en a parlé. Comment est-ce qu'on fait pour mieux adapter les compétences, la formation aux besoins et donc peut-être à un moment donné orienter les jeunes filles vers des métiers où effectivement il y a des débouchés, une pénurie d'emploi. Il manque 10 000 ingénieurs par an en réalité encore aujourd'hui. Donc on peut probablement faire mieux. Et ces 10 000 ingénieurs, oui, ça pourrait être vous ici derrière votre écran. En effet, il suffit de s'ouvrir aux possibles qui sont portés par le monde numérique, par ces métiers, par ces formations. Comment est-ce qu'on propose encore plus aux femmes d'oser? Oser. Il faut oser, effectivement. On parle beaucoup d'autocensure des jeunes filles. Il faut faire attention. Côté femmes numérique, on dit qu'il ne faut pas non plus que toute la responsabilité de cette problématique repose sur les filles et les femmes. Elles ont le droit d'avoir une place dans ces métiers-là. Et donc, bien sûr, il faut qu'elles osent, mais il faut qu'on leur permette d'oser. Je pense que ça, c'est important collectivement. Et Femmes numérique a toute sa place sur ce sujet. Et c'est l'ensemble d'un secteur, vous le voyez, qui est vraiment embarqué dans cette transition pour justement faire plus de place aux femmes dans le numérique. On continue à en parler avec vous, Peggy, notamment dans un instant, et avec toi aussi, Damien. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est la sémillante Cheryl Jessica Isengay qui, évidemment, a rassemblé pour nous ces images et ces vidéos qu'on regarde tout de suite.
Augmented reality rug. Little cross to see what he bite on it. I let him set his feet, and then I stepped it back again. Allen shakes free, gets two! Little cross. This. Just like the water falling from the sky. They on what 250K, we could better train on that, nigga. Will I do you want for me? I hit a 2 to 3. Fucking wrong with me, you see I'm not on fire. I need a grace. Heard it comes their body when. Geef me nog naar het wie. Et on est de retour sur le plateau de l'École du Futur, évidemment, toujours avec Peggy Vicomte. Peggy, vous êtes la déléguée générale de Femmes at Numérique. Et on a été rejoint en duplex depuis Nantes par Camille Coco. Camille, vous êtes fondatrice des initiatives Les Meufs du Growth. On va en parler dans un instant. Et puis surtout de We Ukraine, c'est l'actu. Vous êtes entrepreneur multicasquette et vous rejoignez la conversation dans un instant. Mais d'abord, évidemment, il a une idée derrière la tech. C'est Damien Dehoney. Alors Damien, fini les notifications Snapchat, Twitter quand on est en train de travailler ou même TikTok. On peut enfin réviser en tranquillité et ça nous fait plaisir. Oui, c'est vrai. Mais avant ça, il y a une question à se poser. Ouais. Marjorie, qui a donné le plus de fil à retordre à Laurent Combalbert, ancien négociateur du RAID? Waouh, énormément de preneurs d'otages, j'imagine, et pas que. Il en a vu quand même un paquet dans sa carrière de situations difficiles. Oui, mais alors je le cite, il dit « Les pires négociateurs que j'ai rencontrés, ce sont mes 4 enfants. » Voilà, et effectivement, alors c'est pas dans des situations extrêmes, mais quand même, et c'est bien souvent le cas. Ah, quoique, oui, ça dépend, effectivement. Parce que justement, quand il s'agit de faire ses devoirs à ses enfants, eh ben, on rentre dans un cycle de pourparlers à l'infini, avec des rejetons qui sont rodés aux meilleures techniques de craquage psychologique. Hein, ça donne des trucs du style « Rends la tablette, non, pas avant la fin de mon épisode, je t'échange mon exo de géométrie contre 20 minutes de Netflix. Oui, s'il y a des frites ce soir à la maison, oui, d'accord, voilà, hop, c'est réglé. Et bien sûr, toute ressemblance avec des situations existantes, jamais. Purement fortuite. Non, vraiment, ça nous étonnerait. Mais alors, quand on n'est pas Laurent Combalbert et que quand même on veut réussir à venir au bout de cette négociation, on fait comment ? Alors justement, ce qu'on voit, c'est que, d'après les chiffres, les enfants de moins de 10 ans regardent les écrans entre 2 et 6 heures par jour. Donc je pense que la question n'est plus de dire on interdit les écrans, mais la question c'est plutôt de comment intégrer le temps utile, on va dire, de consommation des écrans pour les enfants. Et heureusement, justement, est arrivée l'application Nanaba. Alors, Nanaba, c'est une application qui a décidé justement d'allier le soutien scolaire et le contrôle parental pour réconcilier les parents et les enfants autour du temps d'écran. Alors c'est une très belle promesse, mais ça fonctionne comment exactement ? Alors l'idée, que je trouve vraiment intéressante, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, c'est de proposer à l'enfant des séances ludiques de révision sous forme de quiz de connaissances qui sont basés bien sûr sur les programmes de l'éducation nationale. Donc l'application propose des contenus qui sont adaptés aux enfants de 6 à 14 ans, donc ça va un peu plus qu'au collège, de nombreux sujets comme l'histoire, la géographie, le français, les sciences et plus globalement de la culture générale. Mais là où c'est malin, c'est que les parents vont pouvoir donner le rythme sur ces mécaniques de comment dirais-je, je vais y arriver, de quiz, voilà, merci, révision, c'était le terme qui me manquait, merci. Donc ils rythment donc cela. Et comment ? Eh bien par un système on va dire de verrouillage des applications qui dévorent le temps. Donc autrement dit, YouTube, TikTok, Snapchat, ça, c'est fini, jusqu'à ce que le quiz y soit fini. Voilà. Donc en gros, ça permet de redonner des éléments de négociation aux parents et de faire du donnant-donnant. Oui, et surtout aussi de pouvoir là aussi garder un temps, si j'ose dire, de cerveau disponible pour ce qu'on doit faire, réviser par un quiz quand même, mais réviser et non pas regarder ses notifications. J'avoue que la formule vaut aussi pour moi, hein, je ne vais pas vous mentir. Il faut combien de temps pour répondre à ce quiz avant de débloquer les applications ? Parce qu'il y a quand même cette petite course contre la montre qui va se mettre en place assez vite. Ça va dépendre. En gros, ça peut être un quart d'heure, 20 minutes. Là aussi, c'est assez intéressant parce que le système, il n'est pas juste de dire on donne des quiz versus on te débloque une vidéo. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'être beaucoup plus pédagogique que coercitif. Alors,
Pourquoi ? D'abord, donc, il y a ce système de quiz donc, qui est ludique. Donc, pour les enfants, c'est plutôt sympa, ça fonctionne bien. Mais là où c'est intéressant aussi, c'est qu'il y a 2 autres éléments. Le premier, c'est que les parents peuvent introduire une logique de récurrence de quiz. Autrement dit, les enfants regardent pendant 1 heure, par exemple, leur écran. D'un seul coup, pouf, au bout d'1 heure, ça se bloque et il faut répondre à quelques quiz. Donc en gros, il y a une mécanique qui se met en place et puis ça permet de redébloquer à nouveau d'autres applications. Ça, c'est le premier point. Donc c'est les parents qui décident, c'est une logique de contrôle parental. Et le deuxième chose que je trouve intéressante, c'est que les quiz, eux, sont basés sur le principe de répétition espacée. Donc, en clair, il y a un algorithme qui va apprendre on va dire, des points forts et des points faibles des élèves ou des enfants. Et donc, ça va optimiser les intervalles de révision. On le sait de toutes les manières. Le cerveau, pendant 1 heure, il n'arrive pas à capter de l'info. Donc, mieux vaut faire des révisions espacées de 20 minutes plutôt que de faire une grosse session de 1 heure. Donc, répétition espacée plus algorithme qui permet de dire voilà, je te remets en avant les questions auxquelles tu n'as pas su très bien répondre pour que petit à petit tu puisses t'y habituer et pas uniquement rester dans une logique, on va dire, figée de quiz. C'est assez malin et donc ça va permettre au final aux enfants de faire des progrès et donc de se rassurer, de se dire finalement c'est pas si mal que ça parce que je me rends compte que alterner du plaisir avec le fait de progresser, c'est pas idiot. La pédagogie, c'est l'art de la répétition, mais ça peut être aussi amusant. La preuve, ça coûte combien, Nana? Ça coûte entre 2 et 9 euros par mois. Pas si cher que ça, finalement. Et 9 euros, c'est la formule famille, justement. Et donc, ça permet véritablement d'essayer peut-être de pacifier les relations entre parents et enfants. Voilà. C'est pas si cher payé, finalement, pour pacifier ces relations parents-enfants. Et je crois surtout que Nanaba n'a pas un fondateur, mais une fondatrice. Tout à fait. C'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Effectivement, c'est une fondatrice qui d'ailleurs a été nommée parmi les, on va dire citée parmi les personnalités de la tech. Donc, c'est hyper intéressant aussi de voir ça, justement. Donc, de voir qu'il y a des femmes qui savent entreprendre et qui savent faire des choses super intéressantes. Ah ouais, des femmes qui savent entreprendre. Mais oui, c'est dingue. Hein. C'est fou quand même. C'est fou, dites donc, c'est absolument dingue. Peggy, c'est une application qui peut vous séduire. Justement, on travaille à la fois sur le temps de révision, sur l'aspect ludique, sur le contrôle parental et finalement sur une éducation, une approche beaucoup plus ludique du respect des écrans, de l'approche aux écrans et du fait de pouvoir restreindre finalement ce temps de consommation. Oui, tout à fait. Alors, on voit que tout le numérique, en fait, est en train de basculer aussi. On parle souvent des EdTech, basculer sur une société, on va dire, plus inclusive. C'est le numérique inclusif, donc qui respecte l'environnement, qui respecte la vie en société. Donc voilà, moins de temps sur les écrans, c'est peut-être plus de temps à discuter aussi et à apprendre des choses. Donc voilà, et pour revenir sur l'aspect entrepreneur, bien sûr, très important, au sein de Femmes Numérique, on travaille avec des groupements justement d'entrepreneurs, d'investisseuses qui vont permettre de faire avancer ces sujets-là et de faire émerger aussi des sujets tech menés, pilotés, initiés, créés et développés par des femmes. Et oui, absolument. La tech qui justement fait place aux femmes comme outil, mais aussi comme écosystème. On continue à en parler tout de suite. C'est le 8 mars, jusque-là ça ne vous aura pas échappé évidemment, mais les femmes à l'honneur dans l'école du futur a démarré par vous, Camille Coco. Camille, vous êtes une entrepreneure multicasquette. Avec côté de vos activités, vous avez lancé en à peine 24 heures, surtout We Ukraine. C'est un site qui relaie les initiatives citoyennes et humanitaires pour aider les Ukrainiens. C'est un projet qui est né d'une nuit d'insomnie, vous dites sur le site. Exactement, oui. J'ai un peu tendance à m'énerver sur des sujets et à créer des solutions. Cette fois-ci, ça a pris et ça a pris très fort puisque j'ai autour de moi une équipe de 100 bénévoles, professionnels du digital, des relations presse, de la cybersécurité qui m'aident à maintenir la plateforme, à répondre à toutes les sollicitations et en effet, tout ça d'une nuit d'insomnie. Une équipe donc de 100 professionnels, experts et bénévoles, le numérique qui se mobilise évidemment pour aider les citoyens, les citoyennes ukrainiennes, mais aussi les startups, l'écosystème qui est basé sur place. Pourquoi est-ce que les entrepreneurs sont peut-être finalement les mieux placés pour pouvoir monter des initiatives et faire bouger les choses ? Monter une initiative de cette ampleur-là, ça demande de comprendre comment déjà prototyper rapidement
c'est-à-dire arriver à la création d'un prototype fonctionnel rapidement. Et pour ça, les startups sont très fortes. Elles ont l'habitude et les entrepreneurs des startups sont très forts pour savoir comment prototyper rapidement, mettre rapidement quelque chose en ligne qui soit fonctionnel. C'est exactement ce que j'ai fait en 6 heures le dimanche. Et je pense que du coup, ces mécaniques-là sont en effet très nécessaires en fait à l'action rapide. Et dans ce cas-là, où on avait besoin d'une réaction rapide par rapport à la multitude d'initiatives qui se sont développées, ça a été très très pertinent en fait. On le voit, être entrepreneur, c'est l'école de l'agilité. Et une de vos premières initiatives, un de vos premiers faits d'armes, c'est la communauté Les Meufs du Growth. Alors par growth, on comprend évidemment growth hacking, ou comment hacker, pirater la croissance de son entreprise pour la rendre justement plus agile. Votre histoire, est-ce que c'est celle d'une chef d'entreprise qui a réussi trop vite, Camille? C'est l'histoire d'une meuf qui a des convictions et qui met ses compétences au service de ces convictions-là, et qui a aussi des communautés autour d'elle qui sont très puissantes. Est-ce que réussi trop vite? Je ne sais pas. En effet, j'ai monté une entreprise quand j'avais 25 ans, qui a duré 4 ans et demi, qui était une agence de communication internationale au service de la Commission européenne. Et là, en effet, ça a été une histoire de réussite un peu rapide. Le business model de l'entreprise n'a pas supporté la croissance trop rapide qu'on a générée. Là, en effet. Et depuis, justement, vous avez appris, vous êtes devenu expert de ce domaine très particulier, encore une fois, dans l'économie numérique, qu'on appelle le growth hacking. Peggy, quand vous écoutez le témoignage de Camille, quand vous voyez les initiatives qu'elle a montées, on se dit quoi? On se dit que, encore une fois, être entrepreneuse, c'est l'école de l'agilité. Et donc, forcément, 50% des talents qui constituent cet écosystème, il faut avoir recours, il faut les mettre en avant. Bien sûr, on ne peut que être admiratif en fait de l'initiative là qui est portée dans un contexte en plus particulier. Et effectivement, il faut oser, il faut que nous osions aussi les accompagner ces projets. Il faut que les investisseurs et les investisseuses osent financer. Et on ne peut que féliciter ce type d'initiative très réjouissante pour le secteur du numérique et qui permet de montrer des projets qui sont porteurs de sens. Et porter du sens, c'est une chose, mais aussi reconnaître ses succès, mais reconnaître ses échecs aussi. C'est ce que vous avez fait pour avancer justement, Camille. Est-ce que ça fait partie du mindset, de l'état d'esprit qu'on doit adopter quand on est une femme entrepreneur ? Savoir apprendre de ses échecs, oui. Clairement, quand ma première société s'est arrêtée parce que la croissance était trop forte et qu'on n'a pas réussi à la gérer correctement, ça a été une sacrée leçon de vie pour moi. Ça a été un moment très difficile personnellement et j'ai beaucoup appris de ça. Et je pense que c'est une des raisons qui m'ont poussée par la suite à m'orienter vers le growth, qui permet justement d'aider les entreprises à générer de la croissance, mais aussi à la gérer de manière pragmatique, ce qu'on appelle lean. Donc c'est vraiment le pragmatique, quoi, ce qui est opérationnel, rapidement, fonctionnel, et avoir, c'est du bon sens en fait, hein, c'est une approche de bon sens. Donc oui, je pense que là-dessus, j'ai pas mal appris, et l'expérience d'avoir créé les Meufs du Growth il y a pile 1 an, c'était le 10 mars 2021, m'a aussi beaucoup appris sur... Ça m'a beaucoup appris sur comment créer un engouement, comment créer une communauté qui travaille dans le même sens. Et c'est sûr que ça m'a probablement beaucoup aidé pour lancer ce groupe, ce collectif autour de We Ukraine. Le collectif, justement, Peggy, c'est quelque chose d'extrêmement important, là aussi, pour pouvoir pousser ces initiatives. On le rappelle, Femmes at Numérique, c'est une initiative d'initiatives. Vous fédérez les initiatives à la fois des réseaux féminins, mais aussi mixtes, des écoles, du secteur du numérique sur l'ensemble du territoire. Le collectif, ça a un effet de traction. Ça, clairement, ça a un effet de traction. Femmes at Numérique, effectivement, c'est né d'un appel à manifestation d'intérêt auprès des entreprises qui étaient membres de Numéum, anciennement Syntec Numérique, et du SIGREF, qui rassemble en fait les entreprises du secteur du numérique.
Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'association Femmes Numérique est sous présidence du CIGREF. C'est Corinne Dajon, c'est une femme qui est présidente de l'association. Et qui, en fait, c'est une initiative qui a permis simplement de se dire, rassemblons-nous. Et en tant que collectif, quels sont les messages, quelles sont les actions que nous avons envie de porter et de passer à l'échelle. Parce que pour inverser les courbes, il faut qu'on passe à l'échelle. Oui, il y a vraiment cette question-là, essayer de montrer que le nombre fait justement porter à la fois les discours, mais surtout pencher la balance. D'ailleurs, Damien, pour toi qui aussi enquête beaucoup sur le secteur du numérique, qui voit les choses évoluer là aussi dans ces métiers, est-ce que c'est forcément toujours une question de chiffres aujourd'hui ? Est-ce que c'est forcément une question de quotas imposés ? Est-ce qu'il faut forcément faire la preuve par le nombre pour montrer que ça marche ou ça devient une logique ? Je pense qu'il y a une dimension, je dis ça sous le contrôle de nos invités, mais à mon sens, il y a une dimension, on va dire, d'effet de traction par rapport au volume. J'ai échangé récemment avec une personne qui travaille dans une grande banque et qui, justement, était férocement contre les quotas, me disait-elle, et qui fait beaucoup d'interventions dans les écoles, etc., qui me disait aujourd'hui, je suis plutôt pour, même je suis pas plutôt, je suis pour, parce qu'il est nécessaire à un moment d'avoir un effet d'échelle, et donc de montrer que, voilà, ok, les quotas, c'est peut-être pas la bonne réponse, mais à court terme, ça peut peut-être permettre d'aider justement de créer une dynamique et donc il faut se mettre la pression et les chiffres ça permet de mettre une certaine pression pour justement changer un peu le cours de quelque chose qui finalement n'irait peut-être pas assez vite dans le temps parce qu'il y a des effets générationnels, on le disait tout à l'heure, l'école forme, voilà, à chaque étape on a une déperdition en ligne on va dire et que donc il y a un moment il faut essayer de faire balancer, enfin repartir dans un sens différent. Il y a véritablement cette différence-là, même si, même à titre personnel, je ne suis pas forcément pour effectivement cette notion de quota, mais il y a un moment, il faut effectivement mettre peut-être un coup de pied dans la fourmilière. C'est encore un mal nécessaire aujourd'hui, les quotas, Peggy ? Ça dépend des situations. Effectivement, on le voit bien, là, les lois qui sont arrivées, la loi Rixin récemment, nous montrent que ça a des effets bénéfiques. Et après, il faut regarder comment on les applique au cas par cas, parce que c'est pas non plus comme le secteur du numérique manque cruellement de talents, hommes ou femmes. L'idée, ça serait pas de rabaisser finalement le nombre de personnes. Oui, il faut pas niveler par le bas non plus. Voilà, c'est ça. Donc, il faut regarder comment on les applique de façon intelligente. Mais oui, bien sûr, action court terme, action long terme, il faut arriver à mélanger les deux. Camille, justement, encore une fois, cette question des quotas qui s'est posée pendant très longtemps dans le secteur du numérique et pas que dans tous les secteurs économiques pour faire progresser la place, justement, des femmes. Aujourd'hui, vous l'abordez comment avec les yeux d'une entrepreneuse qui a monté sa première boîte à 25 ans ? Vous dites que finalement, c'est une logique qui va peut-être enfin avoir bientôt vécu ? J'aimerais bien. Personnellement, c'est pareil, je ne suis pas très fan des quotas. C'est de la discrimination positive et en soi, c'est pas quelque chose qu'on veut. Par contre, on est obligé, malheureusement, pour faire évoluer les choses au court terme. Je partage complètement ce constat. Et du coup, avec les meufs du gros, l'idée, c'était du coup pas d'accompagner dans ce sens, mais c'était plutôt d'aider les femmes qui sont là à être visibles. Et c'était vraiment le gros constat qui m'a poussée à créer d'abord ce petit groupe de discussion, puis ce collectif-là. C'était de me dire, mais en fait, elles existent, les femmes, dans le gros. C'est juste qu'elles ne sont pas mises en avant par leur père masculin. Elles sont souvent silenciées. Même, on s'attribue leur travail, on s'attribue leurs faits de guerre. Et donc, c'était vraiment un cri du cœur de créer ce groupe de discussion au départ et de les appeler les meufs du gros. C'était pour dire, on est là. Et puis finalement, ça s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus large. Mais on a gardé ce terme-là. Mais oui, je suis tout à fait d'accord, c'est pas souhaitable. Malheureusement, on est un petit peu obligé. Vous êtes là, et bien là, Camille, on le voit. Est-ce qu'il y a des secteurs d'ailleurs, tiens, je mets les pieds dans le plat, qui sont encore attribués dans le numérique plus à des profils féminins ou d'autres plus à des profils masculins ? Et est-ce que c'est normal, messieurs, dames, même j'allais dire avec Damien évidemment ? Oui, bien sûr, on peut remarquer par exemple tout ce qui est biotech, medtech, vont être plutôt des secteurs féminisés, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, même si évidemment, comme nous sommes toutes et tous conscients du sujet, il y a des actions qui sont faites, mais ce sont des secteurs qui restent, le quantique par exemple, ce sont des sujets qui restent majoritairement masculinisés. Et comment est-ce qu'on fait pour faire changer les choses ? Comment est-ce qu'on se dit que non, en l'occurrence, la technologie n'a pas de genre ? Comment est-ce qu'on évite de réintroduire nous-mêmes de façon humaine des biais qui n'auraient jamais dû se trouver dans le processus ? Je dirais
Malheureusement, là, je vais vous dire que la réponse, c'est le temps long. C'est-à-dire qu'il faut sensibiliser dès le plus jeune âge. Et puis, évidemment, on a des actions très court terme, mais voilà, il faut que la société, globalement, les élèves, les parents, les professeurs puissent se saisir de ce sujet-là. Est-ce qu'il n'y a pas une question aussi, et là c'est une question pour Camille, est-ce qu'il n'y a pas une question concernant aussi, on va dire, l'acceptation des femmes? Autrement dit, comme ce sont des milieux qui sont majoritairement masculins, on l'a vu, il y a une certaine toxicité dans certains domaines qui font que les femmes, non seulement déjà ne sont pas forcément en majorité, mais en plus ne sont pas forcément les bienvenues ou elles sont invisibilisées. Je crois que vous aviez lancé il y a quelques mois une action justement j'avais vu sur LinkedIn, E4She avec ONU Femmes France, justement pour essayer dans le domaine du growth de dire que il y a des femmes et que il faut pas les invisibiliser ou justement faire en sorte que justement on leur laisse pleinement leur place. Est-ce qu'il y a aussi cette dimension-là finalement aussi de se dire que les femmes doivent se sentir aussi à leur place et pas forcément intruses, si je puis dire? Oui, je partage le constat de Peggy. Il y a une histoire de temps long. Il faut former les gens, il faut former les femmes à rentrer dans ces secteurs. Mais je suis aussi persuadée qu'il y a une méthode plus rapide qui doit être considérée en même temps en fait, et développée en même temps. C'est créer des rôles modèles. Il y a des femmes dans ces secteurs, même si elles sont minoritaires, il y a des femmes, sauf qu'elles sont invisibilisées, pas mises en avant, voire on leur vole leurs faits et gestes encore une fois. Et là-dessus, il faut les aider. Il faut montrer aux femmes qui sont en train de s'orienter, qu'elles peuvent s'orienter dans ces filières-là, qu'il y a du travail, que c'est en plus du travail très bien payé, puisque les filières qui ont été mentionnées par Peggy, c'est des filières qui payent extrêmement bien et qui en plus sont en demande de main-d'œuvre. Donc il faut orienter les femmes vers ces secteurs-là et il faut aussi travailler au moment de la réorientation. C'est très important aussi de montrer aux femmes qu'elles peuvent se réorienter dans ces métiers-là, que c'est des métiers qui sont ouverts et pour lesquels on peut se former au cours de la carrière. Je pense à plusieurs écoles du type Rocket School notamment, qui forment les gens en reconversion sur des métiers du numérique comme le growth hacking, comme le business development, le support client. Et tout ça, ce sont des métiers qui souffrent parce qu'il n'y a pas assez de main-d'œuvre. Et il suffirait de montrer que les femmes sont les bienvenues, en effet détoxifier aussi ces secteurs-là qui sont masculinisés, masculinisants, qui mettent en avant aussi des traits de caractère supposément masculins. Donc il y a plein de choses à faire. Un exemple très concret. Je me bats constamment contre les annonces de recrutement qui sont postées pour des postes dans le gross, où on met en avant des avantages qui ne parlent qu'à un certain type de personnes. Pouvoir aller vivre en Thaïlande dans une superbe maison, tout frais payé, 6 mois par an, etc. C'est peut-être alléchant, mais pour une certaine catégorie de population, c'est-à-dire on parle plutôt de personnes jeunes qui n'ont pas eu d'enfants, probablement des personnes qui aiment bien voyager, donc c'est quand même très ciblé. Globalement, on parle toujours à la même personne, l'homme blanc, cis, urbain, mais donc on exclut aussi tous les autres. Toutes les femmes qui ont des enfants, qui sont ultra douées dans leur secteur, mais qui travaillent à mi-temps, par exemple, elles ne peuvent pas avoir accès à ce type de poste-là. Bon, si je vous entends bien, Camille, il faut enlever un petit peu de testostérone dans ces annonces et en tout cas dans certaines parties du secteur du numérique. Merci en tout cas pour votre témoignage, pour vos initiatives et puis pour votre bonne humeur. Ça fait du bien de se dire que oui, on peut ouvrir justement l'univers des possibles grâce à la tech, grâce à des domaines aussi spécifiques que le growth hacking, encore une fois, et se dire que oui, les femmes sont visibles et bien visibles. Merci Camille et bravo pour We Ukraine aussi, qui est une initiative qu'on peut rejoindre sur son site weukraine.fr si je dis pas de bêtises. Exactement, vous pouvez trouver toutes les initiatives près de chez vous et vous engager pour aider les Ukrainiens tout de suite. Et ça aussi, c'est du numérique, justement positif, du numérique qui fait avancer les choses. Peggy, c'est justement, on va terminer là-dessus, une des missions aussi de Femmes Numérique, montrer que oui, ce secteur digital, ce secteur numérique, ce secteur tech, il porte aussi en lui cette révolution sociétale. Elle peut être tirée par les femmes, mais pas que. C'est finalement une révolution qui en amène d'autres. C'est une révolution qui en amène d'autres.
Les rôles modèles, évidemment, chez Femmes Numérique, ça fait partie de nos missions, de mettre en lumière ces fameux rôles modèles que nous venons d'évoquer. Et puis, nous avons par exemple un annuaire des femmes du numérique. Nous lançons donc en cette journée du 8 mars les inscriptions pour des femmes en fait qui ont des expertises pointues en technique en numérique, mais sur les parties techniques, à venir s'inscrire pour pouvoir ensuite intervenir sur des événements, des conférences ou des tables rondes scientifiques, voilà, pour représenter ces femmes de la filière en fait et être un rôle modèle à part entière. Et on vous suit évidemment sur tous les sites et les réseaux sociaux de Femmes Numérique. Et on rappelle aussi que les femmes dans le numérique, c'est 365 jours par an et c'est pas uniquement le 8 mars, mais on était heureux en tout cas de vous accueillir en plateau pour pouvoir en parler. Merci Peggy. à vous. Merci Damien, merci à toi comme Il y a d'habitude. un dernier élément à dire quand même aussi, c'est que messieurs, vous avez un rôle à jouer. Parce que comme vous êtes aujourd'hui en majorité, vous avez un rôle à jouer justement pour faire ça. Donc bougez-vous les fesses. Allez. Voilà, vous avez entendu Damien Douani, on se bouge les fesses 365 jours par an. Et tout de suite, merci encore une fois à vous d'avoir suivi l'École du Futur. On se retrouve très vite sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag l'École du Futur. À demain en plateau.